Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, pour ce Tech Live organisé par, Clanic, qui me permet de vous parler de l'enchantement du client, qui est selon moi l'opération marketing du siècle. J'espère que vous êtes tous, bien installés pour ces 45 minutes, de partage. N'hésitez pas à poster vos questions dans le fil, de commentaires, j'y reviendrai, avant la fin de la séance. Et donc je vais maintenant commencer ma présentation sur l'enchantement du client. Alors je vais peut-être débuter en me présentant. Hop là, voilà, je lance le truc. Donc moi, c'est Adrien Van Der Poel, je suis coach Lean et agile, auprès de la société Clanic et je vais donc vous parler de la satisfaction client ou l'enchantement du client. Alors beaucoup de synonymes qui parlent de la même chose. Et je me suis amusé à mettre, autour de ma photo, les 5 stars, que vous pourriez, retrouver dans bon nombre d'évaluations, qui sont faites par les clients. Alors, pourquoi je veux vous parler de l'enchantement du client? Parce que, de par mon expérience, j'ai vu que beaucoup en parlaient, énormément d'entreprises en parlent, énormément de monde dans les entreprises en parlent. Tout le monde semble savoir ce que c'est et pour autant, j'ai quelques doutes sur la question. Et quand je vous dis que beaucoup en parlent, la preuve, c'est que moi qui ai un passif d'agiliste, depuis plusieurs années maintenant, et ben, quand on vous fait étudier le manifeste agile, il est bien indiqué noir sur blanc que notre plus haute priorité est la satisfaction du client. Et c'est d'autant plus vrai, hein, qu'aujourd'hui, avec, l'avènement du numérique et des réseaux sociaux, et ben, ça vient un peu perturber un équilibre, de la relation que peuvent avoir les entreprises avec leurs clients et ça laisse aux clients le droit de vie ou de mort sur les entreprises, car aujourd'hui, le client est mondial. Il a donc accès à, une notation, à l'évaluation de l'entreprise et à l'évaluation de des produits de l'entreprise H24 et 7 jours sur 7. Ça peut à la fois booster, mais aussi, détruire ou réduire à néant la réputation d'un produit ou d'une entreprise. D'où aussi l'avènement de certains métiers, nouveaux métiers qui n'existaient pas il y a quelques années, le métier d'influenceur. Alors ça a de gros effets sur les grosses entreprises, qui sont ancrées, sur le marché depuis plusieurs années, hein. Je ne vais citer que les établissements bancaires, hein, qui ont été un peu bousculés par, l'avènement des banques en ligne. Mais ça vient aussi, bousculer un petit peu les startups parfois. Alors, comment je vais procéder? Je vais vous parler, un peu éclaircir le sujet, hein. Le but de mon propos est vraiment d'éclaircir ce qu'est la satisfaction client et ce qui gravite autour de tout ça. Donc je vais vous parler dans un premier temps, de qu'est-ce que c'est que la satisfaction client. Ensuite, on va passer, de manière très limpide sur les outils de mesure qu'on peut avoir à notre disposition. Dans une troisième partie, comment le client perçoit, la culture d'une entreprise, hein, la culture client d'une entreprise et pas que la culture simple et comment on peut investir sur cette culture du client en entreprise et à la fin, je clôturerai mon propos par, des premiers pas, dans la quête de l'enchantement du client. J'espère que vous êtes bien accrochés, c'est parti. Alors, la satisfaction, on parle de quoi? Est-ce que c'est juste un problème de définition? Est-ce que vraiment on a la même définition de la satisfaction? Alors il faut savoir qu'on va se baser sur un petit cas pratique. Je vous ai mis des sticky man, pour vous expliquer tout ça donc. Prenons un exemple standard, un petit bonhomme, que ce soit un homme ou une femme, qui est aujourd'hui, qui se promène, hein, qui est dans une situation telle qu'elle est, un truc tout à fait standard, qui peut avoir à un moment donné une pensée, peut-être, de n'importe quel type cette pensée, elle peut être de n'importe quel type. Donc un besoin, besoin de se nourrir, besoin de se loger, besoin peut-être, de pallier à des problèmes, médicaux, tout type de besoin. Voilà, on est blindé de besoins, hein, en tant qu'être humain, tous les jours, on essaye de satisfaire nos besoins.
Donc ce personnage va, avoir une interaction à un moment donné pour tenter de satisfaire ce besoin et il va se passer quelque chose. Alors, je vous ai représenté l'interaction comme étant une interaction humaine, mais ça peut être, une interaction d'un autre type et ce quelque chose, on va va l'enchanter lui personnellement. Il va être super content. C'est ce qui se passe au milieu de tout ça, en fin de compte, le feu d'artifice, qui crée l'enchantement, ben, c'est ce qu'on appelle vulgairement l'expérience client et on a déjà un premier axe de perception, c'est que l'expérience client, ben, elle est liée à la satisfaction. Elle va être liée en quelque sorte à la satisfaction. Donc j'essaye déjà un peu d'établir la théorie qui se cache derrière tout ça. Et en effet, dans l'expérience client, il y a, ben, le parcours du client, un tas de choses et la notion de satisfaction qui, quand on regarde, la notion de bonheur, ben, on se rend compte que satisfaction et bonheur ont le même combat. C'est un sentiment de bien-être et ce sentiment de bien-être, le seul moyen qu'un être humain peut avoir de le combler, ben, c'est d'établir une mesure par lui-même, une mesure assez subjective, hein, enfin, assez relative et assez évolutive. On va creuser ces 3 propos juste après. En fait, un être humain normalement constitué va avoir un certain nombre d'attentes et il va mesurer sa perception de ce qu'il aura reçu vis-à-vis de ses attentes. Donc comme je vous dis, c'est subjectif, relatif et évolutif. Alors dit comme ça peut être un peu obscur pour certaines personnes. Quoique le subjectif, il peut être, très facilement entendable, mais relatif, évolutif, on ne sait pas trop. Donc je vais vous expliquer un peu le mécanisme, en repartant de mon petit bonhomme de tout à l'heure, qui est enchanté. Alors, admettons que, mon petit bonhomme, ce soit, en l'occurrence, un petit bonhomme de 4-5 ans et que le besoin, ce soit, d'aller, de satisfaire, pour l'occasion, d'Halloween, hein. Alors je sais, c'est pas trop la période, mais ça pourrait être les fêtes de Pâques, de trouver un déguisement. Donc moi, en tant qu'adulte, je vais l'accompagner, hein, dans un magasin et puis, très rapidement, je vais comprendre en l'accompagnant que, ben, il va faire le tri, un tri assez subjectif des costumes qui vont, le satisfaire. En l'occurrence, ce petit bonhomme, il adore le bleu et donc il va très rapidement éliminer le costume de fantôme, blanc, qui lui paraît pas du tout, à la page du jour. Donc c'est là où on voit apparaître le facteur subjectif, hein, dans la satisfaction. Hem, il lui reste plus que 2 costumes enfin un choix, en l'occurrence que j'ai limité à 2 costumes, celui de super-héros et celui de policier et bien que le petit bonhomme, il adore, mon petit bonhomme de 5 ans là, il adore, la police, il va peut-être, être influencé par qui? Par quoi? Ben, par son environnement en fait. Par le fait que son super pote du moment, lui, s'est vanté d'avoir un costume de super-héros, qui n'est certes pas bleu, mais un super-héros quand même. Ce qui fait que mon petit bonhomme de 5 ans, lui, il va se comparer à son copain, à son super pote et naturellement, vous voyez où je veux en venir, ben, il va éliminer le costume de policier et laisser l'influence, aller vers le costume de super-héros. Donc le subjectif, le relatif, ça c'est très clair. Admettons que ce petit bonhomme grandisse, donc il est toujours à fond, super-héros parce que, il continue à avoir des relations qui adorent les super-héros et que ça l'a beaucoup marqué dans son enfance, dans son adolescence, peut-être dans sa vie d'adulte et donc il va peut-être continuer à s'habiller en super-héros. Alors peut-être pas Superman, hein, il ira chercher peut-être ça certainement d'autres costumes. Mais au fil des années, il va grandir, il va maturer, il va peut-être se dire à un moment donné, ben, en fait, les super-héros, c'était chouette quand j'avais 20 ans, quand j'en avais 10, quand j'en avais 5. Mais maintenant que je suis un monsieur de 55 ans ou de 60 ans, ben, pour accompagner mon petit-fils, voir les voisins, je préférerais m'essayer à d'autres choses. D'où l'aspect relatif et cette autre chose, en l'occurrence, que j'ai choisi pour lui, c'est un joli costume aux couleurs de la citrouille qui est très représentatif des coloris d'Halloween. Donc comme vous pouvez le voir, la satisfaction, l'expérience du client, elle peut être très subjective
très aussi relative à son environnement, à ses collaborations, les personnes qu'ils peuvent côtoyer, à ses amis, et cetera, et ils peuvent être très évolutifs en fonction du temps. Après tout, qui ne change pas d'avis, hein? Vous connaissez l'adage. Mais alors vous allez me dire: «Mais OK, Adrien, ça fait, déjà, 5 minutes que tu nous parles de ça, mais cette satisfaction, en fin de compte, moi, si je veux mesurer la satisfaction d'un client, ça va être compliqué». Parce que, quand je propose mon produit ou quand, j'essaye d'évaluer le service que peut rendre mon entreprise, et ben, chaque individu va pouvoir avoir une perception différente du même produit. Bah oui, en effet. Alors comment on fait pour mesurer? Déjà, la mesure de satisfaction, c'est pas une mesure qui se fait de manière, unitaire, c'est une mesure statistique et cette mesure, elle est pas toujours claire. Alors je vais venir éclaircir, les diverses mesures. La plus simple des mesures, et celle que vous retrouverez partout et de manière, exponentielle, c'est la Customer Satisfaction ou satisfaction client. C'est une mesure ultra efficace. Si vous voulez commencer simple et être déjà très précis, il vous suffit de mettre ça en place, dans votre relation avec votre client. Comment j'obtiens la mesure? Très simple, on commence par une question: «Êtes-vous satisfait de?» Et là, vous allez éclaircir votre propos. Satisfait de, la chaise, sur laquelle vous êtes assise, durant cette réunion, satisfait du stylo que vous avez utilisé, avez-vous été satisfait, de la propreté des toilettes, de l'efficacité de nos caissières? Et c'est pour ça que vous voyez pulluler les petits buzzers à 3 coloris là, qui vous permettent de dire si vous n'avez pas été satisfait, donc le buzzer rouge, moyennement satisfait le orange et satisfait ou très satisfait le buzzer vert. C'est vraiment la perception, enfin le ressenti du client, on va vraiment mesurer la perception d'un client par rapport à ce qu'ils attendaient de ce qui est, entre les 2 crochets et les 3 petits points. Vous pouvez donc aussi évaluer un processus d'entreprise, si votre client, il a des interactions de manière régulière tout au long d'un processus. Et le calcul, alors là, le truc le plus simple au monde, c'est je prends le nombre de réponses positives, donc tous les gens qui ont mis le buzzer vert là, sur l'ensemble de la population, qui a appuyé à un moment donné sur un des boutons. Et je multiplie par 100, ça me fait un pourcentage. Et de là, bah, en effet, hein, vous pouvez en déduire un certain nombre d'actions très pointues, très précises sur un élément, que vous avez interrogé. Très, très simple et ultra efficace. Je recommande à qui veut. On peut aller en se compliquant. Alors, le Net Promoter Score que vous devez tous employer ou sur lequel vous avez déjà dû être interrogé en tant que client, il est un peu particulier. Comme vous voyez, il y a le petit R, en fait, c'est une marque déposée NPS depuis, 2006. C'est un truc américain, et comme toutes les marques déposées, si vous voulez l'utiliser en entreprise, normalement, il faut payer un certain droit d'accès et aussi, remonter les chiffres à l'entreprise qui va l'exploiter. Comment on obtient la mesure? Ben, une question, mais cette fois-ci très précise, parce que le NPS, il va juste mesurer, encore une fois, la fidélité du client. Cette question, elle est du type: «Quelle est la probabilité que vous, en tant que client ou utilisateur de nos produits, recommanderiez notre marque ou ledit produit à vos proches?» Cette question, elle est vraiment, si vous faites un vrai NPS, que vous avez payé les royalties pour le faire d'ailleurs, c'est cette question-là que vous pourrez poser et pas une autre. Vous invitez vos utilisateurs à noter entre 1 et 10. L'utilisateur, lui, ne sait pas, le client ne sait pas, la signification de chacun de ces chiffres, mais de nombreuses fois, on vient vous indiquer, hein, dans les boutiques Lego, dans les boutiques Apple, que, si vous avez été satisfait, n'hésitez pas à mettre un 9 ou un 10. Vous voyez l'échelle qui est là? On comprend tout à fait que l'entreprise, veut que vous, apparaissiez dans les promoteurs, même si la question qui vous est posée n'est pas forcément celle du NPS, à proprement parler. Et là où normalement
Je raccroche tous les gens à moi, le NPS, c'est un indice, hein, c'est pas un pourcentage. Les gens qui vous expriment des NPS en pourcentage, ils font une erreur de calcul. On vient soustraire le pourcentage de promoteurs le pourcentage de détracteurs par rapport au pourcentage de promoteurs. Ce qui fait que vous avez une valeur qui peut varier entre -100 et +100. Sachant que pour un NPS de bonne qualité déjà, si vous êtes supérieur à 50, vous pouvez vous estimer très heureux et vous pouvez faire la fête quand vous avez une valeur de NPS qui concerne votre produit ou votre marque, et qui dépasse les 70. Comme c'est quelque chose de brandé sur lequel, enfin qui est comme, le Happy at Work, hein, en fait, il y a des suivis qui sont réalisés derrière. Cette entreprise qui propose cet indicateur a un palmarès par secteur d'activité. Donc vous pouvez trouver le palmarès des meilleures entreprises où la note moyenne et l'écart type, de tous les NPS des entreprises qui font de la banque, en ligne, par exemple, qui font de la banque aussi, avec des guichets, et cetera, et cetera. Pour bien illustrer mon propos, à ma connaissance, ça a peut-être évolué, mais aux dernières nouvelles, la meilleure entreprise en termes de NPS aujourd'hui et qui est donc référencée, est l'entreprise qui produit des véhicules électriques et qui s'appelle Tesla, qui selon les dernières recherches que j'ai pu faire, avait un NPS de 97. C'est-à-dire que ça veut quand même dire, à un moment donné, que si un jour vous achetez une Tesla, il y a quasiment 100 de probabilité que vous rachetiez une Tesla et que vous vendiez la marque Tesla autour de vous à 97 avec un indice de confiance de 97. Alors évaluer la fidélité client parfois ne peut pas suffire. Ça donne un bon indice, mais ça peut ne pas suffire, y compris ça peut ne pas suffire en plus, des customer satisfaction. Vous avez d'autres mesures qui existent et qui sont à votre disposition. La mesure de l'effort client, le Customer Effort Score. Donc c'est pareil, hein, c'est un score comme le NPS. Si vous avez compris le NPS, vous comprendrez ce qu'est la mesure de l'effort client. En quelque sorte, c'est une mesure de découragement et là, on commence à voir pointer son nez la perception que le client peut avoir de ce qui se passe derrière le décor dans votre entreprise, sur tous vos processus. Si vous avez des processus complexes qui demandent énormément d'interaction, qui vont prendre énormément de temps en termes de perception pour le client, bah, vous risquez d'avoir un effort perçu qui est énorme. Alors comment on obtient la mesure? Bah, il faut, calculer, poser la question: «Quel niveau d'effort, avez-vous dû déployer pour que votre demande soit traitée?» Et l'échelle, cette fois-ci, est inversée. Alors, parfois, vous verrez apparaître une échelle comme le NPS, mais qui est donc de 1 à 10, mais avec la note 1 et 2, parce que si j'ai pas mis beaucoup d'efforts, je mets 1 et 2 et donc ça veut dire que, globalement, votre client, il trouve que pour, avoir le service rendu, bah, il n'a pas eu besoin de beaucoup insister. Il n'a pas été beaucoup découragé. Si vous mettez une note très élevée, en tant que client, ça veut dire que vous avez dû produire un énorme effort et j'ai eu le cas de figure avec une banque pour faire un prêt immobilier, banque qui m'a énormément, satisfait. En termes de NPS, je lui mets une très, très bonne note, mais en termes de Customer Effort Score, ben, je lui mettrais une très mauvaise note parce qu'il a fallu faire des croix et des bras et des mains pour, avoir, gain de cause et avoir, mon offre de prêt. Donc comme pour le NPS, vous voyez, c'est une différence entre l'effort faible et l'effort élevé, une valeur qui varie entre -100 et 100 parce que c'est les pourcentages d'efforts faibles, moins le pourcentage d'efforts élevés et si vous avez une valeur inférieure à 0, vous pouvez déjà vous estimer heureux. Ça veut dire que la majorité des clients considèrent qu'ils n'ont pas dû créer beaucoup d'efforts pour avoir, gain de cause. Alors oui, le CES a été créé en 2010 et il y a pas de palmarès, et c'est vraiment une mesure du parcours client vis-à-vis des process, qui se déroulent en interne.
Donc on commence à toucher du doigt quelque chose de plus proche de la culture de l'entreprise vis-à-vis de ses clients, en fait. Et c'est le moment où je bascule du côté de la culture client. Culture client, oui. Alors on va pas faire de la littérature, on va essayer de rester dans le concret. La culture client, c'est quoi? Alors je vais vous lancer sur une image, hein. La culture client, c'est ce qu'on peut ressentir, c'est ce qui se passe derrière le décor quand vous venez au restaurant, par exemple, et qu'au bout de 30 minutes, le serveur n'est pas venu, s'occuper de vous. C'est-à-dire, il vous a dit de vous installer et 30 minutes plus tard, il y a encore personne qui est venu vous donner ni un verre d'eau, ni vous dire qu'on était débordé et que: «Vous inquiétez pas monsieur, on arrive», ni rien d'autre. En fait, vous avez l'impression d'être face à l'ignorance, totale des gens qui vous entourent et des gens qui sont censés vous rendre un service de restauration. Bah, la prochaine fois, ce que vous faites, hein, vous pouvez lui laisser une petite note de ce type: «J'ai attendu 30 minutes, j'ai pas eu de service. Merci, à bientôt». Donc ça, c'est des cas flagrants que vous pouvez rencontrer, dans toutes les boutiques, hein, qui, pour une raison X ou Y, n'ont pas vraiment la culture client. Mais on a aussi des cas de figure où, c'est plus implicite. Notamment, quand vous arrivez, face à quelques pompes de service, d'essence, hein, où, si vous regardez un tout petit peu plus près là, ce qui gravite autour de cette pompe, alors certes, ouais, vous avez, quelques notions anti-Covid, quelques notions attention, n'utilisez pas votre téléphone, évitez de fumer autour de la pompe, à essence parce que, potentiellement, vous allez mettre en danger votre vie et celle des gens qui sont autour. Mais si vous y regardez de plus près, le panneau le plus flagrant, au-delà du 2 et de l'affichage du prix que vous aurez, c'est la colonne de panneaux rouges qui est bien mis en évidence et qui contient ce genre de petits éléments, à la destination du client. Donc pour les paiements en espèces, merci de faire la pointe. Donc déjà, si je viens et que j'ai des espèces, ça va être compliqué de payer. C'est déjà une première indication que chez nous, vous ne viendrez plus par hasard. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est non seulement si en plus j'ai des chèques, je ne pourrai pas payer. Donc ça sert, je peux tracer ma route et passer à la prochaine station-service. Et là, on est sur des trucs très sympas aussi. C'est, si vous êtes motard, ben en gros, on ne vous autorise pas à vous servir parce que forcément, vous êtes motard, vous êtes voleur. Je suis motard moi-même, hein, ça j'adore ce genre de panneau. Veuillez payer avant de vous servir parce que vous allez forcément partir sans payer. Et oui, c'est ce que je fais tous les jours moi. Mais ça ne s'adresse pas qu'aux motards parce que, entre 19 h et 21 h, il faut payer quoi qu'il arrive avant d'aller se servir parce qu'on forcément tous les gens qui vont se servir à la pompe à essence entre 19 h et 21 h sont forcément des voleurs. Et oui. Et si en plus vous arrivez à la caisse et que vous avez oublié de relever le numéro de votre pompe, j'imagine que dans ce genre de station-service, vous allez bien vous faire accueillir. En effet, je ne viendrai plus chez eux par hasard. Ça, c'est tout du ressort de la culture client, en fait. Tout ce que vous voyez là, c'est certainement imaginé comme étant, une bonne intention pour protéger les gens qui travaillent dans la station-service et pour insister sur les choses, sur des douleurs aujourd'hui qu'ils ressentent, hein. Mais c'est pas adressé, vraiment aux clients, quoi, hein, si ce n'est pour leur mettre des contraintes supplémentaires, sachant que le client qui vient là, ben, peut-être qu'il a déjà eu une journée pénible et que c'est certainement pas avec ces petits panneaux rouges qu'on va lui rendre vachement plus agréable. Alors si vous vous intéressez de plus près à à la culture client, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a une entreprise grenobloise, si je ne me trompe, qui a été créée en 2014, entre 2014 et 2015, qui propose un truc qui s'appelle le COS System, c'est-à-dire Customer Orientation Score System. C'est une évaluation clairement qui est faite, de la culture client. Alors comment on obtient cette mesure cette fois-ci? Ben, là, il faut passer par cette boîte. J'ai pas réussi à obtenir, les questions qu'ils pouvaient leur poser, mais il faut savoir que
au moment où j'ai fait mes recherches, il y avait des questionnaires de 80 questions pour évaluer le comportement des gens qui sont dans votre système ou de votre système face à un client. Est-ce que vous pouvez, mettre déjà en place une première action pour changer la culture client de votre entreprise? Oui, vous pouvez, très simplement déjà commencer par sourire, quand vous êtes face à un client. Ça changera peut-être toute la donne. Vous pouvez l'accueillir chaleureusement, quel que soit, votre état émotionnel. Et vous rappeler de cette phrase de ce monsieur célèbre qui s'appelle Sam Walton, qui doit continuer à être le fondateur de Walmart, un des grands patrons, d'une entreprise de distribution américaine, qui dit: «Ben, il y a qu'un seul patron, en fait, dans votre entreprise. Imaginez qu'il y ait un patron, ben, c'est pas moi Sam qui suis le patron. En fait, c'est votre client. Ce sont tous les clients qui viennent chez nous». Pourquoi? Parce qu'ils peuvent licencier tout le monde dans toute la hiérarchie, quel que soit le poste de la personne, tout simplement en allant mettre son argent chez le concurrent ou complètement ailleurs. C'est ça la culture client. C'est imaginer que votre client, c'est en fait le patron de votre boîte. Ce n'est personne d'autre. Alors, on dérive petit à petit, quand on se pose la question: «OK, c'est bien beau, hein, ces grands principes, mais par où commencer, sur la culture client?» Alors, je vais peut-être mettre la lumière sur un élément très important dans la culture client d'une entreprise. En fait, ça s'appelle la symétrie des attentions. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent la symétrie des attentions, je ne vais rien leur apprendre aujourd'hui, mais la symétrie des attentions, je vais vous l'exposer là tout de suite et essayer de lever le voile sur ce truc, pour le plus grand nombre. La symétrie des attentions, admettons qu'on ait une entreprise quelconque. Qui, à l'inverse de ce que disait Sam tout à l'heure, ben, va pas vraiment se soucier, de son client, enfin va peut-être beaucoup se soucier de son client, mais beaucoup moins de ses employés. Donc cette entreprise, elle décide de voilà, de peut-être un peu, mettre sous pression ses employés pour obtenir des meilleurs résultats ou pas être très aguerrie, sur leur bien-être. Elle va produire quoi auprès de ses salariés? Bah, elle va produire un peu du mal-être ou en tout cas du mécontentement. Mécontentement qui risque pour, ce monsieur ou cette dame-là, qui est représenté là, se matérialiser par un service en interne qui est moyennement bien rendu, voire mal rendu. Peut-être même avec, un verbatim plutôt expéditif. Ce qui fait que on alimente une chaîne de mécontentements qui sont transmis aussi dans la manière dont on réalise le travail qu'on fait. J'imagine que vous avez peut-être parfois vécu des moments difficiles dans les entreprises parce que vous vous sentiez un petit peu isolé ou que les gens qui étaient en amont de votre travail et les gens qui étaient en aval de votre travail, ben, n'étaient pas, ne rendaient pas le service que vous souhaitiez aussi obtenir, vous étant au milieu. Et si l'entreprise, elle nourrit ça par, en nourrissant par le mécontentement ou par de la pression ou par, le fait d'être expéditive, ben, ça ne fait que perdurer un modèle qui va aller jusqu'en bout de chaîne. Et là, du côté bleu clair, qui on a normalement, je vous le donne en mille, le client. Le client qui, lui, va être face à un salarié ou à une interface développée par quelqu'un qui est pas content et qui va peut-être pas être très il va se dire: «Bah, de toute façon, les clients, ils auront ce qu'on est en capacité de produire». Le client, il va juger ce qu'il voit de manière assez, médiocre. Il va mettre, parce que l'entreprise, elle se soucie quand même fortement de ses clients, il va mettre une mauvaise note, qui va mettre par conséquence la pression sur l'entreprise, qui, si elle a une culture, employée, plutôt médiocre, va renforcer cette culture, médiocre. Et la boucle est bouclée, jusqu'au jour où on a peut-être un changement de direction ou un changement d'orientation ou quelqu'un qui est plus aguerri et qui a une vraie prise de conscience sur la culture client et cette symétrie d'attention.
et qui dit: «Mais si c'est peut-être normal que nos clients, nous mettent des mauvaises notes. Si toute notre chaîne de production de services pour ce client ou de produits pour ce client, elle est pas heureuse, quoi». Et donc on va déjà commencer par, balayer, chez nous et donc on va se soucier de nos employés et là, devinez quoi? Et ben, ouais, en fait, si on se soucie du premier employé, du premier point d'entrée, on va avoir une chaîne, où on va régler les problèmes, où on va être en collaboration, où on va travailler de manière plus transverse, où on va, se soucier de ce qui arrive en amont, mais aussi se soucier de ce qu'on va produire pour l'aval, jusqu'au client qui lui va au moins avoir une interface ou une relation beaucoup plus, parlante et qui va mieux noter l'entreprise ou les produits ou les services qu'elle produit. Alors c'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour investir dans cette culture client? Dans cette satisfaction du client et dans tout ce qui, tourne autour de la culture du client en entreprise? Alors pour faire simple, c'est complexe, hein. C'est pas un sujet, où j'aurai des certitudes à vous apporter. Donc on va aussi parler un peu d'argent. Déjà la première question qui se pose, c'est investir pour qui, pourquoi? Parce que quand on veut investir au niveau de notre relation client, est-ce qu'on va investir pour fidéliser les clients actuels ou est-ce qu'on va investir pour conquérir des nouveaux clients? Alors je vous mets un peu ce qui l'objet de ma réflexion, c'est quand on investit, pour fidéliser, on a un effet, en fait, on arrive à obtenir parfois et quand on le fait bien, on arrive à obtenir 4 boosters qui sont le bouche à oreille. Donc en gros, le client qui est convaincu, qui est fidèle, il va parler de vous en bien autour de lui et normalement, il vous met un Net Promoter Score, NPS, qui est au-delà de 8, donc 9 ou 10 qui passe dans le vert. Ce qui génère en fin de compte, bah, moins de coûts chez vous en tant qu'entreprise, parce que le client, il fait la pub à ma place. J'ai pas besoin de faire de la pub télé, j'ai pas besoin d'aller, former une armée de commerciaux ou des gens du marketing qui vont aller expliquer au client, que mon produit est super bien. Le client le sait déjà. Repensez à Tesla. Je vois rarement des pubs Tesla à la télé, moi, hein, personnellement. J'en vois plus pour Renault, Peugeot, Citroën. Il faut que j'en cite 3 hein, pour que ce soit équitable. Potentiellement, vous allez avoir un client qui va, comme il est fidèle, il va revenir chez vous pour faire des achats croisés. C'est en gros, si vous achetez le dernier iPhone, peut-être que vous prendrez les écouteurs qui vont bien avec, et puis pourquoi pas le petit stylet qu'on va vous vendre une fortune. Ou potentiellement, vous allez monter en gamme en tant que client. Donc ça, c'est de l'argent qui rentre directement dans votre poche en tant qu'entreprise. Oui, qui sort de la poche du client, bien sûr, mais bon. Et vous serez potentiellement moins sensible au prix. Alors, il ne faut pas non plus que ce soit déconnant. Quoique quand je vois le prix des derniers iPhone, je me dis: «Il y a peut-être, il y a peut-être un monde, qui me fait que je préfère rester sur Android». Donc en effet, hein, là, ce qu'on montre par ces 4 boosters, c'est que fidéliser un client, c'est quand même super rentable. Mais on va voir que ça suffit pas. Parce que dans certains cas, tous les clients ne peuvent pas être fidèles. Je ne suis pas certain que vous soyez fidèle à une marque de chaussettes, par exemple. Vous pouvez être fidèle à une marque de vêtements, peut-être de sport, mais les chaussettes que vous mettez tous les jours, peut-être pas. Alors peut-être que certains d'entre vous le sont, mais j'imagine, dans mon imaginaire, que la majorité des gens ne le sont pas. Les clients, ils peuvent aussi changer, ils peuvent évoluer, hein. On l'a vu, là, l'aspect évolutif de leur satisfaction. Leur occupation, leur préoccupation peut changer et puis ils vont vieillir et un grand sportif, qui faisait des marathons ou qui faisait du tennis, en club, pendant des années, ben, il va peut-être plus, changer de raquette tous les 3 mois et acheter la même marque de raquette. Parce que, ben, cette, ancienne marque de raquette, et qu'il adorait lui fait maintenant mal au poignet. Je dis n'importe quoi. Donc il est parfois, indispensable de conquérir des nouvelles personnes sur le marché et en effet, il y a des segmentations marché qui sont peu sensibles à la fidélité. Une autre question importante quand vous êtes en entreprise et que vous voulez investir dans la culture client, ou investir dans est-ce que, on investit, vers une orientation plus orientée vers le client? Alors
La deuxième question, c'est combien pour satisfaire? Alors combien d'euros je dois mettre? Ça, parfois on me l'a fait, c'est combien je dois mettre d'euros pour, que mon client soit satisfait? Eh ben, c'est un vrai dilemme. J'en ai pas la réponse. Pour gagner 1 point de NPS, je ne sais pas combien ça coûte et si vous trouvez une entreprise qui arrive à vous le dire, merci de me le communiquer. Et si cette entreprise est en plus capable de vous dire combien cela rapporte pour chaque euro investi, dans la satisfaction client, là, je suis tout oui. Et on voit pointer un problème aussi pour les équipes, pour les gens qui sont convaincus qu'il faut peut-être s'investir un peu plus dans la culture client, dans la culture aussi, dans la satisfaction de ce qui se passe à l'intérieur par, symétrie des attentions. Quand vous avez un investisseur, que vous lui demandez d'investir 500 000 €, que vous lui proposez 2 manières d'investir. La première, ben, dans des coûts de fonctionnement d'entreprise qui auront un effet direct et chiffrable tout de suite sur les marges et bénéfices ou sur la partie de gauche là, c'est-à-dire, pour gagner un point de NPS. Vous ne savez pas combien ça coûte, vous savez pas combien ça rapporte. Donc en gros, dans l'expérience, c'est la satisfaction client. Bah, moi, je suis investisseur, je vais tâcher d'investir, là où ça rapporte. 1 € gagné, avec des marges et un bénéfice, qui peut me paraître le moins risqué possible en fin de compte. C'est une question de risque là, pour un investisseur. Il y a une réponse il y a quelque chose qu'on peut montrer à ces gens-là qui préfèrent investir dans les coûts de fonctionnement, donc améliorer les processus et cetera, et qui va plutôt en faveur de l'expérience et de la satisfaction client. Ben, investir pour satisfaire, est-ce que ça rapporte? Il y a des entreprises, et des statisticiens qui ont fait des études entre 2000 et 2014. Alors je sais, ça commence à dater. Mais cela dit, entre 2000 et 2014, si vous avez investi dans la bourse américaine 100 vous avez investi dans une entreprise qui, est dans la moyenne, des entreprises, enfin, dans la moyenne entre guillemets, de la culture client, hein, vous avez gagné 30 en 14 ans. Si par ailleurs vous avez investi le même montant dans une entreprise qui est au-dessus de la moyenne en termes de satisfaction, en termes d'investissement et en termes d'investissement dans la satisfaction client, pour eux, eh ben, on voit quand même que j'ai fait un beau gain. Ce qui veut dire que potentiellement, les entreprises qui ont à cœur de satisfaire leurs clients, qui ont à cœur, l'enchantement de leurs utilisateurs, ont quand même plus de chances de rapporter et donc sont des entreprises qui vont mieux vivre les crises. Alors oui, est-ce que vous voyez la crise de novembre 2008? C'est la crise des subprimes. Donc oui, ça a été un gros coup de massue. En effet, il y a eu plus de baisse pour ces entreprises-là, mais la hausse qui s'en est suivie derrière, avec la confiance qui était, nettement plus supérieure, est beaucoup plus rentable. Alors comment c'est la quête? Comment on fait? Elle est incertaine et sans fin. Comment j'avance dans cette quête de la satisfaction client, de l'enchantement de mon client? Et bah, tout commence par une prise de conscience et si vous êtes là, vous pourrez désormais, parler de la culture client peut-être un peu mieux et j'espère que j'ai éveillé quelques questions, auprès de vous, et quelques prises de conscience. C'est un gros chantier qui vise à faire changer la culture d'entreprise, qui vise aussi à faire, changer certaines valeurs que peuvent avoir des personnes dans l'entreprise et dans la mise en place de certaines pratiques systématiques. C'est-à-dire je vais, aussi, aller chercher du feedback auprès de mes clients régulièrement. Sachez que, compte tenu de ce que je vous ai dit sur la symétrie des attentions, on doit être, en entreprise, tous acteurs de la satisfaction. Ça ne peut marcher que si chacun dans l'entreprise est acteur de la satisfaction avec son propre client, qu'il soit en dehors de l'entreprise ou qu'il soit en interne de l'entreprise. Toute cette notion fonctionne aussi en interne. Alors attendez, hop, il y a une petite coquille dans les slides, mais c'est pas grave. Et moi qui suis agiliste, je me suis posé, mais en fait,
je suis coach agile. Est-ce que l'agilité là-dedans en prend soin? Alors, je vous ai remis la satisfaction client, c'est subjectif, relatif, évolutif. Donc, au moins, là-dessus, c'est clair. Agile, selon moi, c'est quand même fortement un changement de paradigme qui vise à avoir une approche plutôt produit. Une approche produit pour faire un produit, ça a peu de sens. Donc, c'est une approche produit pour faire en sorte qu'il soit plus proche du client. Si on crée un produit plus proche du client, on répond quand même à l'aspect subjectif. Mais ce produit va être utilisé par ce client dans un environnement donné. Et normalement, si vous faites les choses bien, vous allez vous poser la question de comment est utilisé le produit. En fait, le client, il va vous donner des feedbacks aussi sur son environnement de travail en utilisant votre produit ou en ayant accès à votre service. Donc, c'est tout à fait relatif à son écosystème. Mais l'évolutif, il est où là-dedans? Eh ben, en agile, j'espère que je vous apprends rien. On a tendance à faire des itérations et à prôner un système qui est itératif et incrémental. Et ben, on va le chercher, l'évolution, dans cet aspect itératif. Alors moi, je rencontre en général parfois des organisations qui se disent agiles et qui ne voient jamais les utilisateurs, et je me dis: «Mais en quelque sorte, ils doivent vraiment avoir peur de leur vrai patron, celui qui a droit de vie ou de mort sur eux». Mais bon, ça c'est mes convictions personnelles. Donc je me dis qu'en fin de compte, si on est plus agile, au sens, du manifeste agile et au sens, la mise en œuvre pour de vrai d'une culture agile, on va aussi favoriser cette culture client. Et donc l'agile est une des voies qui vous est offerte pour, aller vers cette orientation client et cette culture du client. Alors l'enchantement du client, on a vu au tout début que beaucoup en parlaient, que tout le monde sait ce que c'est. Eh bien, j'espère qu'après, ces 40 minutes passées ensemble, l'enchantement du client, maintenant vous allez en parler vous-même et vous pourrez en parler en bonne et due cause parce que vous savez ce que c'est et je n'ai plus qu'à vous remercier et à, proposer à ma chère collègue de me montrer ce qu'il y a dans le fil de discussion et vos diverses questions si vous en avez. Oui, bonsoir à tous. Coucou Adrien, merci pour ce live. Écoute, je pense que tu as été limpide dans ce que tu viens de nous dire parce que je ne vois pas de questions dans le fil de discussion. Des remarques simplement de Carla qui disait que le MPS c'était une échelle universelle. Je ne sais pas si tu as des choses à dire en plus sur ce sujet, mais globalement, pas de questions. Alors une échelle universelle, il faudrait que Clara m'explique un peu mieux ce qu'est une échelle universelle. Si c'est dans le sens quelque chose qui est comparable à d'autres entreprises et en effet, de la manière dont c'est construit, en effet, c'est comparable dans des secteurs d'activité similaires. Et d'ailleurs, ce que je vous disais tout à l'heure, il est possible de trouver la moyenne, les meilleurs. Donc vous avez un petit graphique par secteur d'activité comme ça en barre avec un histogramme en horizontal. Vous avez la moyenne qui donne la note de NPS moyen. La plus forte note dans le secteur d'activité est la plus basse. Donc si vous faites vous aussi du vrai NPS, que vous comparez vous aurez l'occasion de vous comparer à vos concurrents. D'où le universel sans doute, ouais. D'où certainement l'aspect universel de la chose. Effectivement. J'affiche simplement des petits remerciements. Merci Johan. Et puis un LinkedIn user dont on ne saura pas l'identité, mais qui remercie Eh bien, aussi. merci à vous tous. N'hésitez pas à revenir vers moi. Vous avez mes coordonnées ou mon contact sur LinkedIn. Je serai très heureux d'amener des éclaircissements parfois
sur vos questionnements autour de la customer satisfaction ou l'enchantement de vos clients. Merci beaucoup, Adrien. Je vous en prie, à votre service. Salut, bonne soirée. Passez une très bonne soirée.